Aujourd'hui, on a plaisir à accueillir une personnalité littéraire rochelaise, j'allais dire éclectique, qui commence jeune à lire, mais dans des circonstances particulières, une vie assez chaotique. On pense que pour être un bon écrivain, il faut avoir été bon à l'école. Il quitte l'école à 16 ans, preuve en est que même en quittant l'école à 16 ans, on peut. Il lui arrive un accident de la vie, un accident de moto qui l'immobilise longtemps. C'est à la faveur de cette immobilisation longue que tout à coup, il prend goût à la lecture. Et puis quand on prend goût à la lecture, on prend goût à l'écriture. Et puis quand on prend goût à ça, on prend goût à l'histoire. Il se passionne pour l'histoire, en particulier l'histoire des hommes d'ici, des hommes de la Rochelle. Et il décide de créer une maison d'édition, mais une maison d'édition qui réveille les classiques endormis, les auteurs assoupis, qui sont porteurs pourtant de grandes valeurs. C'était des gens du 19e, du 20e siècle, des époques où le siècle était secoué. Grâce à lui, tous ces gens retrouvent vie. Olivier Ginestet, bonjour. Bonjour. Présentation longue, en même temps c'est assez court, c'est, je veux dire, pas banal, mais 16 ans vous quittez l'école, 25 ans vous arrivez à La Rochelle, mais vous avez un accident de moto entre les deux qui vous immobilise longtemps. Et c'est là que vous apprenez la lecture, plus qu'à l'école. Oui, effectivement, c'est après avoir quitté l'école que je me suis intéressé à la lecture, peut-être parce que c'était plus obligatoire, je sais pas. Mais en tout cas, le fait d'être alité aussi m'a... Alors j'avais toujours déjà ce goût pour l'histoire et je l'ai retrouvé dans les livres et de fil en aiguille, et je me suis orienté vers l'écriture, la recherche, l'écriture, jusqu'à l'édition. Jusqu'à l'édition, déjà prendre une plume et puis se jeter dans l'écriture, c'est énorme. Mais alors arriver jusqu'à éditer, bon, c'est des risques financiers, puis en même temps, c'est aussi le courage de prendre des risques sur des œuvres et des auteurs. Vous ressuscitez des gens qu'on croyait presque morts. Oui, alors en l'occurrence, ceux-là, ils sont bien morts. Mais j'ai commencé Amok il y a presque 10 ans maintenant avec des gens qui sont bien vivants. Alors Amok, c'est le nom de la société, ça veut dire quoi, Amok? Amok, déjà ça sonne bien, donc j'ai conservé ce nom-là, mais c'est tiré d'un roman court de Stefan Zweig. Stefan Zweig écrivait des romans courts, on dit des novellas, en France on dit plutôt romans courts que novellas. Ce ne sont pas des nouvelles, c'est un peu plus long, un peu plus court qu'un roman, d'où le roman court. Et le slogan au départ, c'était des romans courts qui en disent long. Moi j'avais déjà publié un petit peu, j'avais créé un réseau dans le monde du livre et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas essayer de passer de l'autre côté de la frontière, et j'ai créé cette petite maison d'édition. Là-dessus, j'ai eu la chance de publier des textes inédits de Joseph Kessel. C'était des textes courts. Pour le coup, Joseph Kessel avait 16 ans aussi, mais alors c'est une autre trempe, c'est un autre personnage. Et à 16 ans, en fait, il a écrit des textes qu'il a laissés de côté ensuite parce qu'il a eu sa carrière. Il n'a pas trouvé le besoin de rééditer ces textes-là. Mais à La Rochelle, en fait, ces manuscrits sont conservés. Et en tombant sur ces manuscrits, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de les publier. Ça a lancé un petit peu la nouvelle ligne éditoriale d'Amok, et je suis passé des romans courts à ces rééditions de classiques. Vous arrivez à les faire infiltrer comment dirais-je, les œuvres produites chaque année, parce que quand je vois le nombre de gens qui écrivent chaque année, si on veut être à jour de ceux qui écrivent, mais que vous ressuscitez, vous les anciens, ils trouvent leur place? Oui, parce que, alors en fait, Amok a laissé tomber les auteurs contemporains. On ne s'occupe plus que des auteurs du 19e siècle en l'occurrence. Mais c'est assez facile de défendre finalement Émile Zola, Léon Blum. Un peu plus difficile de rééditer des auteurs qui sont connus. Par exemple, Anatole France, tout le monde connaît Anatole France parce qu'il y a un arrêt Anatole France par-ci, une rue Anatole France par-là, un bâtiment. Mais on a oublié ses œuvres. Et donc là, c'est tout intéressant pour l'éditeur d'essayer justement de raviver cette flamme et de trouver pourquoi il y a un intérêt à lire Anatole France. Vous en avez sorti plus d'une vingtaine, j'imagine qu'il y en a beaucoup en attente. Comment vous les choisissez? C'est quoi les critères? Il faut que ce soit des révolutionnaires rentrés, des rebelles Il y a une petite ligne éditoriale, et c'est vrai que si on fait le dénominateur commun de tous ces auteurs, que ce soit Zola, Anatole France, Pelletan, il y a une petite fibre sociale et politique derrière, avec un engagement souvent qui est mis en relief. Donc c'est pour ça que ces œuvres sont publiées avec une postface. Et puis des repères biographiques et bibliographiques pour essayer de remettre dans le contexte. On s'aperçoit qu'ils n'ont pas vieilli, en tout cas quand on lit les histoires, et puis surtout quand on regarde un peu l'histoire de ces gars, ils ont tous mouillé un petit peu la chemise, ils se sont risqués. Ils étaient aussi un peu journalistes pour la plupart, en même temps qu'ils faisaient des livres. Effectivement, c'est une autre époque, on publiait ces livres. C'est parfois difficile de retrouver la vie d'un roman du 19e siècle. On les trouve souvent publiés dans la presse en feuilleton, et ensuite ils sont remaniés par l'auteur, par l'éditeur, et ils sont publiés en volume. Et ça donne ces ouvrages qu'on connaît aujourd'hui. Alors, vous nous faites proposition, moi j'en suis assez d'accord, je pense que nos amis téléspectateurs le seront aussi, que chaque mois, ou à chaque fois que vous sortez
un personnage, une histoire, etc. Vous venez nous la narrer ici à l'antenne. Possible ça? Oui, oui, avec plaisir, au contraire. Vous me disiez, on pouvait penser que c'était simplement l'auteur qui vous intéressait. Parfois non, c'est une histoire, indépendamment de l'auteur. C'est un fait de l'histoire, un fait de société. Oui, alors c'est souvent l'auteur qui m'attire, mais effectivement, ça peut être l'histoire. Par exemple, quand on prend Anatole France, j'ai écrit la postface, je le remets dans le contexte, mais si on prend Émile Gaboriau, par exemple, que les gens connaissent peut-être de nom, Émile Gaboriau est considéré comme le père du roman policier, ce qui n'est pas rien. Là, c'était plus difficile pour moi d'écrire une postface parce que je connais pas bien. En revanche, le texte m'a attiré parce que je trouve ça passionnant, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi il est considéré comme le père du roman policier. Et effectivement, quand on lit ces textes qui sont pas désuet, toujours accessible, on comprend pourquoi on lui a attribué cette paternité. Alors, on va reparler d'Anatole France dans quelques instants. Là, il y a un goût que vous avez développé pendant quand vous vous êtes remis là, de votre accident, qui est quand même de longs mois. C'est le goût pour l'histoire. Vous avez beaucoup pensé à l'histoire de La Rochelle, à Michel Crépeau en particulier, à qui vous avez consacré 3 ouvrages. Ouais. Alors c'était en fait un peu histoire et politique. Et c'est vrai que Michel Crépeau est déjà rentré dans l'histoire, peut-être même de son vivant. Et donc pour moi c'était intéressant de travailler sur Michel Crépeau parce que j'étais à La Rochelle. J'avais déjà travaillé sur Émile Combes avant, qui est aussi un personnage historique de la région d'ailleurs. Et puis il y avait un lien comme ça, en fait, c'était l'intérêt pour la chose publique. Et je l'ai retrouvé en histoire et en politique. Vous avez eu l'occasion de croiser ? De croiser Émile Combes, non. De croiser Michel Crépeau, non plus. Mais je crois que c'est pas plus mal parce que pour écrire sur un personnage comme ça, de pas être influencé par un type qui avait cette envergure, c'était pas plus mal. Ça permet d'avoir un peu de recul et d'essayer d'avoir le regard de l'historien. Alors, Anatole France, pourquoi un jour vous tombez sur Anatole France? Comment vous tombez sur lui au point de le mettre dans vos séries? Alors Anatole France, c'est justement en travaillant sur Émile Combes. Émile Combes, c'est la période de ce qu'on a appelé la Belle Époque. Et Anatole France est considéré comme le plus grand écrivain de sa génération, de cette période de la Belle Époque. Pour autant, il n'est pas très connu, en tout cas son œuvre est un peu oubliée. Il commence, il fait des poésies, c'est un peu timide, après il est écrivain, un peu romancier, et puis une dimension internationale soudain, et puis un prix Nobel. Oui, alors en fait il a un parcours assez original parce qu'il a... On dit que souvent en vieillissant, on commence par la gauche et on finit à droite. Lui, il a suivi le parcours un peu inverse. Ce sont des clichés, mais c'est un peu l'idée que l'on a. Et Anatole France, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'il a commencé en étant élevé dans un milieu très conservateur. Et puis, il a pris sa propre orientation et il est devenu très à gauche, anarchisant, proche de Jaurès. Et il s'est engagé effectivement pour des causes comme Dreyfus, pour l'Arménie contre le génocide, pour les femmes, etc., jusqu'à avoir le prix Nobel en 1921. Il entre en politique ou pas? Il devient député comme d'autres? Justement, il n'a pas été un homme politique, c'était un sceptique en fait. Il était vraiment... alors, parfois quand on parle de scepticisme, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire. Lui, c'était simplement le fait de pouvoir contester et ne pas avoir de dogme. Ça lui permettait justement d'éviter ces dogmes-là. Donc il n'est pas entré en politique. On pensait même qu'il ne serait pas Dreyfusard, qu'il ne s'engagerait pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, il s'est vraiment engagé. C'était le seul académicien d'ailleurs à avoir pris position publiquement pour Dreyfus. C'était pas un sceptique chiant. Vous dites qu'il était drôle, c'était un épicurien. C'est bon ça. C'était un véritable épicurien. C'est ce qui était intéressant et qu'on retrouve dans ses ouvrages. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de le publier parce que vraiment le style qui pouvait paraître classique à l'époque n'est pas désuet aujourd'hui. Effectivement, c'est très bien écrit. On n'écrit plus comme ça aujourd'hui, mais enfin on se replonge dedans très facilement et surtout c'est drôle effectivement parce que c'est un sceptique épicurien. Donc quand on met tout ça ensemble, on a une potion qui fonctionne plutôt bien. Alors, voilà l'homme, pas mal. Vous lui consacrez 2 éditions. Il y en a une, Jocaste, c'est son premier roman. Et puis il y en a un autre, il est derrière moi. Alors, il y en a 2 autres. Il y a Jocaste et Le Chat Maigre. En fait, c'était 2 ouvrages qui avaient été publiés en un seul volume. Jocaste est un roman assez sombre et Le Chat Maigre est un roman plutôt lumineux. Et puis il y a Le Crime de Sylvestre Bonnard qui est vraiment le roman à partir duquel Anatole France devient Anatole France. C'est-à-dire que là, il passait de la poésie à la prose. Et Jocaste est encore dans le style du réalisme.
hein. On n'est pas dans le naturalisme, hein. Il était vraiment opposé à cette période-là. Quand on parle de cette belle époque, on pense souvent à Zola. C'est vrai que c'est l'auteur de référence parce qu'il y a l'affaire Dreyfus, il y a J'accuse, il y a le charisme de l'homme, un peu comme Victor Hugo en son temps. Anatole France était un peu plus en retrait médiatiquement, mais c'était un personnage qui avait sa propre personnalité assez intéressante. Et en fait, il était contre le naturalisme parce que pour lui, c'était de la sociologie presque, c'était du roman réaliste un peu difficile, un peu dur, alors que lui, il plaidait pour du roman, de l'imagination, de l'imaginaire, du plaisir, et puis c'est un peu son côté épicurien qui ressort un peu dans cette plume-là. Ce qui vous passionne chez les auteurs, c'est le style de la plume, c'est le culot sur des idées décalées par rapport à leur temps, c'est l'incongruité des personnages. C'est un peu tout ça, c'est en fait au feeling, hein, c'est un peu comme ça. Peut-être que certains liront et n'y retrouveront pas leur compte. À l'inverse, ils vont lire d'autres textes qui moi m'auront moins plu et on me proposera de les éditer. Ça m'arrive parfois, on me dit tu connais un tel, ce serait peut-être bien de le remettre au goût du jour. Après il faut que j'y trouve un intérêt à la fois par rapport à la ligne éditoriale d'Amok et puis par rapport aussi au public, enfin au lecteur. Hein. Le fait de diffuser un petit peu ces œuvres-là, c'est aussi pour plaire à un certain public. Où est-ce qu'on vous trouve, Olivier, quand on veut acheter un bouquin à vous? Vous êtes partout? Dans toutes les librairies de France et de Navarre. Même sur les sites internet, sauf sur Amazon, mais ça c'est pour rester fidèle à Anatole France, Zola, etc. J'ai l'impression que l'époque doit être porteuse en termes pas de marketing, mais commercialement, eu égard à tous les drames qu'on vit aujourd'hui, la façon dont les sociétés sont chamboulées, pire que ça, des civilisations basculent, leur tour à des gens qui avaient le doigt sur des situations un peu semblables à l'époque. Ça remonte, vous arrivez à les réveiller, les gens disent oui c'est vrai, on avait oublié lui. C'est vrai que ça fait écho à notre période, hein. Alors peut-être qu'on dit ça à chaque époque, à chaque génération, mais là par exemple quand on publie un texte de Pelletan était le héros de la liberté sous le Second Empire et il s'opposait fermement à tout ce qui est personnalisation du pouvoir. Hein, dans ses romans on voit Louis XIV, Napoléon, même le pape en prennent pour leur grade et parfois ça fait un peu écho à notre système de la Ve République qui est à bout de souffle et peut-être qu'en relisant des textes comme ceux de Pelletan, on peut y trouver une inspiration pour un système institutionnel futur. D'habitude, dans la structure d'un livre, il y a la préface et puis après, il y a l'histoire. Vous réservez la postface. Comment vous intervenez? Elle sert à quoi la postface? Donner des coups de griffe ou au contraire clamer votre amour? Un peu des deux, mais c'est-à-dire que si je le mets en postface, c'est parce que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est vrai que parfois on va lire la préface d'un ouvrage et on va nous raconter la fin de l'histoire, ce qui est un peu dommage. Donc là, si c'est en postface, on aura déjà lu normalement l'ouvrage et on aura la chute à la fin. Bon, on peut tricher, et lire la postface en premier. Hein. Surtout quand il s'agit d'une réédition comme Zola ou Bloom, par exemple, ce sont des articles. Donc on peut très bien lire la postface en premier, ce qui nous permet d'éclairer un petit peu les articles qu'on va lire. En revanche, pour les romans, c'est dommage, parce que si on a la fin de l'histoire avant d'avoir lu l'ouvrage, c'est... Voilà. On a compris que Amok, la maison d'édition, est un peu rebelle. Elle préfère souligner ce qui dérange que ce qui endort. L'époque, c'est à la fois le petit rôle joué par les femmes, mais néanmoins la résonance que ça prend. Alors, le féminisme, c'est un de vos thèmes de prédilection, l'abolition de l'esclavage, les droits de l'homme, etc. Sur les femmes, quand je me retourne, il n'y en a pas beaucoup, mais l'époque n'était pas très porteuse, et pourtant elle était porteuse. J'en vois qu'une. Il y en a une et qui en plus a un nom d'homme. C'est George Sand. Effectivement, pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais j'espère bien qu'on ne va pas en rester là. J'ai choisi George Sand pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un nom que tout le monde connaît aussi. Hein. C'est un peu l'alter ego de Victor Hugo. Hein. Elle était aussi impressionnante que lui pour sa génération. Puis c'est une femme engagée aussi. Et surtout, j'ai choisi parce qu'elle a publié énormément de textes. Et ce qu'on fait chez Amok quand même, c'est qu'on essaie de publier des textes qui ne sont pas réédités par les grandes maisons d'édition. C'est-à-dire que si on marche sur les plates-bandes de ceux qui font ça déjà très bien, on ne va pas servir à grand-chose. Là, j'ai choisi un texte de George Sand qui n'était plus édité. Donc c'est Césarine Dietrich, qui est un roman un peu à part dans la lignée des romans de Césarine
George Sand, pardon. Ces romans sont souvent dans le style dans la verve du romantisme de l'époque, mais Césarine Dietrich, elle a une particularité, c'est que c'est une véritable peste et que la morale de l'histoire n'est pas celle que l'on retrouve habituellement dans les textes de George Sand. Les amis, je vous propose, avant qu'on se sépare, et sur Anatole France, comme quoi il faut fouiller chez les libraires, ressortir des auteurs. Le nom est peut-être un petit peu désuet, galvaudé, parce que la couverture a jauni, mais on s'aperçoit que par contre les mots restent d'or, les phrases sont incisives. Et regardez ce qu'Anatole France, donc c'est Olivier qui est allé nous fouiller ça, dans les citations là, marquant Anatole France. Puis vous nous direz pourquoi France, peut-être vous savez, non? Oui, on pourrait penser que c'est un peu un péché d'orgueil de sa part, parce que c'est pas son vrai nom, il s'appelait François Anatole Thibault, mais en fait c'est parce que son père s'appelait Noël France, il avait la librairie France, enfin il s'appelait François Noël Thibault, et en fait le surnom de François dans sa région c'était France. Donc il a gardé France jusqu'à devenir Noël France, il a ouvert une librairie qui s'appelait la Librairie France, et dès son enfance Anatole était appelé Anatole France. Donc, alors les amis, sur les citations, je vous en cite quelques-unes, vous allez voir tout de suite la nature du bonhomme en disant « Ah bon, à cette époque-là on pensait comme ça ?» On pense moderne, on n'a pas besoin d'attendre le 23e siècle pour penser moderne, il faut penser tout de suite les amis. Alors, extrait d'un de ces bouquins qui s'appelle L'anneau d'améthyste, nous n'avons point d'État, nous avons des administrations. Ce que nous appelons la raison d'État, c'est la raison des bureaux. On nous dit qu'elle est auguste, en fait, elle permet à l'administration de cacher ses fraudes et de les aggraver. Toute ressemblance avec des situations connues est purement fortuite. C'était en 1889. Et le Figaro, pareil, il écrit dans le Figaro, les pauvres ont un penchant à donner à les plus pauvres qu'eux. Quand on vit au jour le jour, c'est pas changer son état que de se démunir. Donner quand on possède, voilà qui est difficile. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Voilà, un bonhomme en tout cas à suivre. Prochaine édition, qui vous mettez en avant? Alors un personnage qui est peut-être encore plus oublié que les autres, qui s'appelle Élisée Reclus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Élisée Reclus, c'est un grand intellectuel du 19e siècle, un géographe, mais il a cette particularité d'être aussi écolo, végétarien, et peut-être que là encore ça fera écho à notre période actuelle. J'étais en train de chercher parce que j'avais référence à une œuvre là qui s'appelle Élisée. Mais ça ne me... Oui ? C'est une œuvre alors c'est une autofiction de Pelletan. Effectivement, il avait repris ce prénom Élisée, qui est l'alter ego de Jeanne Pelletan. Pelletan, c'est pareil. Aujourd'hui, on a un peu oublié. On dit, ah oui, j'ai déjà entendu ce nom-là. Vous êtes tombé sur... Souvent, on pense à Camille Pelletan. On ne pense pas à Eugène Pelletan. Et Camille Pelletan est le fils d'Eugène. Donc Camille Pelletan est une notoriété dans le domaine de la politique. Eugène Pelletan a fait de la politique, mais il était surtout un homme de lettres. Olivier, le fait d'être dans ce bar-là, est-ce qu'il porte au plan littéraire comme référence? C'est vrai qu'on a mis quelques portraits derrière, mais il y a aussi, on pourra en rajouter un. Alors, il n'est pas encore édité par Amok, mais on a parlé tout à l'heure du père du roman policier. Il y a du père du roman policier avec Émile Gaborio, mais il y a une belle continuité avec Simenon qui a écrit plusieurs romans ici au Café de la Paix. Olivier Ginestère réveille les œuvres endormies, les hommes littéraires endormis, en tout cas pour le mieux du rafraîchissement de nos ménages. Voilà. Bon, Olivier, vous nous trouvez un petit sujet pour dans combien? 3 semaines à moi? Avec plaisir, d'ici 3 semaines, avec plaisir. Merci à vous. À très bientôt les amis. Bonheur dans ce Café de la Paix. Même sans Olivier, c'est l'ambiance littéraire, mais avec Olivier, c'est quand même mieux. À bientôt les amis. Merci.